Donc, toute présentation, encore plus là-dessus, doit commencer par ça. Et alors, c'est souvent oublié. Ou alors les gens vous disent mon topo, je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec mon topo. Ce n'est pas à la personne de le dire, c'est à l'auditoire de le concevoir. Et puis, si on veut le savoir, on va par exemple sur ce site qui a été établi à la suite du scandale du Mediator, où on peut savoir si les médecins ont touché de l'argent de l'industrie. Donc, je n'en ai touché aucun, mais ça ne veut pas dire que je reproche à ceux qui le font. Disons que n'avoir aucun lien financier avec l'industrie me permet une liberté de parole qui serait peut-être plus complexe si j'avais d'autres liens. Alors, j'aime bien, je n'ai pas assez lu Bourdieu, loin de là, mais j'aime beaucoup cette phrase que j'ai adaptée sur la sociologie. L'éthique aussi, c'est une sorte de sport de combat dans lequel la tiédeur n'a pas toujours sa place. Ce n'est pas uniquement l'invention de l'eau tiède. Alors, non, c'est celle d'avant. Ceux qui connaissent ce livre, je les félicite. Ceux qui ne le connaissent pas, je les engage à l'acheter ou le voler en fonction de leurs moyens financiers. Mais c'est un livre absolument remarquable, qui est une journaliste, Stéphane Aurel, du Monde, qui a fait travailler énormément sur l'influence des lobbies, sur le tabac, comment faire fumer les femmes, comment dire que les pesticides, c'est excellent pour la santé, etc. Mais bien évidemment, l'industrie des produits et des dispositifs de santé est exempte de ça, puisqu'ils veulent le bien de l'humanité, donc il est évident qu'ils ne peuvent pas faire des choses aussi horribles. On va voir si c'est vrai. Alors ça, c'est une première diapositive. J'ai dit que j'avais 2-3 diapositives à destination de Xavier. Là, la première, c'était pour tester ses connaissances théoriques de base. Moi, ça reste pour moi très important, ce rapport entre l'infrastructure et la superstructure. C'est-à-dire que moi, j'estime que la recherche, que toute activité humaine relève de sous-bassement infrastructurel et que cette superstructure vient se greffer dessus. L'art, la médecine, la recherche, et c'est dit clairement par Marx, les idées dominantes d'une époque sont effectivement les idées de la classe ou de la mentalité dominante. On va le voir, je vais vous en donner un exemple. Voici un remarquable article. C'est un des premiers lanceurs d'alerte, un whistleblower, comme on dirait, Henry Beecher, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, qui était un énorme patron de l'anesthésie au Massachusetts General Hospital. C'est un des fondateurs de l'anesthésie moderne, et qui est un des premiers à avoir mis les pieds dans le plat en disant, voilà, j'ai regardé les articles dans la littérature, il y a plein de trucs non éthiques, donc je n'ai pas le temps de vous détailler, regardez l'article, mais on voit qu'il est dans l'éthique de son époque. Regardez cette phrase, qui est pourtant très importante, parce qu'elle va conditionner effectivement la façon dont nous nous conduisons dans notre métier de clinicien-chercheur ou de chercheur. Oui, il faut publier. Publish or perish, je vais y revenir. Donc, on sait qu'on ne sera pas nommé professeur ou directeur de recherche si on n'a pas publié. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans cette phrase qui vous étonne, qui vous questionne, qui vous choque? Nan, exactement. C'est l'éthique de l'époque. On ne pouvait pas, même si on était la personne la mieux intentionnée du monde, on ne pouvait pas imaginer écrire « every young person », puisqu'il n'était hors de question qu'une femme devienne professeur. Or, pourtant, c'était quelqu'un de bien qui a dénoncé des abus. Donc, on voit bien qu'on est conditionné par l'esprit de son époque. Alors, vous le savez, de ça découle bien sûr deux types de conflits d'intérêts, académique, financier. Académique, c'est très complexe à étudier. Je ne connais pas beaucoup de données quantitatives. On est tous reviewers de papier. Ça nous agace quand ils ont trouvé le truc qu'on cherchait. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que étudier le plus, et c'est pas ce qui est le plus facilement quantifiable, mais on sait que ça existe. Le conflit d'intérêt financier, il est très facile à étudier, il y a énormément de choses là-dessus. Donc, effectivement, ça conditionne le publish or perish. Alors, ça, c'est habituellement, comme j'ai trop de diapos, je ne l'ai pas fait précéder par ça, je citais la devise de l'enfer de Dante, vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Donc, ça, c'est pour doucher un peu les espoirs de ceux qui croient à la vérité de la science. La vérité de la science, elle est toute relative. Et je ne sais pas si vous connaissez John Ioannidis, qui est un très, très, très grand épidémiologiste et chercheur nord-américain, qui a dit quelques bêtises, si j'ai bien compris, sur les histoires Covid, l'isolement, enfin bon, mais il n'a pas dit que des bêtises. Bon, je n'ai pas du tout le vertige de l'impact factor, mais enfin, un index H à 164 montre que, même si elle dit des bêtises, elles sont beaucoup lues en tout cas. Et l'article en question est probablement un des articles les plus cités de la littérature médicale. Pourquoi est-ce que c'est faux? Et donc, il fait toute une démonstration, mais je vous en livre que les conclusions. Grosso modo, plus il y a de pouvoir, plus il y a d'enjeux, plus il y a d'argent en jeu, plus il y a des chances que les résultats de la recherche soient faux. Et il n'y a pas que lui qui le dit, puisque là, c'est un panel qui avait été réuni sous l'égide de Richard Horton, l'éditeur du Lancet, et qui n'était pas uniquement des bioscientifiques, c'était aussi de toute obédience. Vous lisez les choses par vous-même. Voilà, 50%, si ce n'est plus, est faux.
est faux. Et donc, en problème, les gens commencent à s'en rendre compte, mais personne n'a vraiment envie de faire le ménage. Alors, qu'est-ce qui fait que les choses sont fausses? Bien sûr, la conviction des gens, des erreurs méthodologiques, mais beaucoup, le biais induit par des conflits d'intérêts. Je parle essentiellement de recherche clinique. Je ne suis incapable de développer quelque chose sur les conflits d'intérêts en recherche plus basique, je dirais, sauf qu'il y a eu quand même une très belle histoire récemment sur l'Alzheimer qui illustre parfaitement bien le truc, la théorie, qui n'est pas forcément fausse, mais comment on la pousse parce qu'on a le médicament qui soignerait la théorie. Quoi. Et le médicament développé avec, entre autres, une start-up d'où celui qui avait inventé la théorie était actionnaire. Zut. Donc, ça avance souvent, ces choses-là, ces concepts, grâce aux lanceurs d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est un très mauvais camarade, je n'aurai pas le temps de développer, mais c'est assez intéressant de voir le sort des lanceurs d'alerte en politique, mais aussi en médecine. Beecher, dont je vous ai parlé, et surtout Maurice Papworth, qui était un Anglais, qui a été traîné dans la boue, qui n'a jamais pu publier dans les journaux médicaux ce qu'il avait dénoncé comme abus de la recherche, et qui n'a pu les publier que dans la grande presse. Irène Frachon, plus récemment, je rappelle que Irène Frachon, avant de devenir ce qu'elle méritait d'être, quelqu'un de reconnu pour son courage, sa ténacité, son intégrité, était une hystérique, une paranoïaque, une envieuse de ne pas avoir été nommée professeur. Bon, donc le lanceur d'alerte, c'est un métier un petit peu difficile. Je n'ai pas du tout la prétention, loin de là, de me comparer à ces gens-là, mais je peux vous dire que quand dans un congrès, je questionne les conflits d'intérêts, c'est comme si j'étais en train de déféquer par terre. Excuse-moi. Donc, la question qui s'est posée depuis très longtemps, pourtant, hein, Marcia Angel, pour ceux les plus jeunes ne la connaissent pas forcément, a été éditrice du New England Journal of Medicine pendant très longtemps, d'abord éditrice associée avec Relman, non pas Relman, l'autre, peu importe, et ensuite éditrice, et a été grosso modo virée parce qu'elle avait trop travaillé sur les conflits d'intérêts, parce que New England est une machine de profit extraordinaire, comme le Lancet, on va y revenir. Je pense qu'une des motivations pour moi d'avoir publié dans ces journaux, c'est de pouvoir les critiquer sans qu'on dise que j'étais jaloux. Donc, voilà, quand vous interrogez quelqu'un, et surtout plus, moi, je peux le dire comme ça, j'ai explosé un jour le président de ma société savante dans un exposé. On n'a pas déclaré tes conflits d'intérêts alors que tu es le président de ma société savante. Ce que tu nous as raconté, c'est de la publicité pour les labos. Ça avait fait un petit peu de buzz à l'époque, je n'y vais plus depuis. Et donc, effectivement, vous touchez à un point très sensible quand vous questionnez l'objectivité des gens. Et comme elle dit, peut-on réellement croire que les cliniciens-chercheurs soient plus indemnes, etc. Alors ça, c'est une de mes diapositives préférées. Donc, ce monsieur Philippe Lamoureux était un directeur général des entreprises du médicament. Je sais très bien que je n'ai rien contre les entreprises du médicament, j'en parlerai à la fin. C'est bien qu'ils aient un syndicat, c'est juste qu'ils soient représentés. Mais il a formulé, il n'est pas le seul, cette phrase absolument merveilleuse: un expert sans lien d'intérêt est un expert sans intérêt. Phrase reprise intégralement par la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, qui en avait un petit peu, pas reproché, questionné ses liens quand elle était à l'INCA avec l'industrie, expliquant, voilà, si on existe, on est repéré par l'industrie, si on n'est pas repéré par l'industrie, c'est qu'on n'existe pas. Donc, je suis absolument confus de vous faire une présentation par un expert qui n'y connaît rien, puisqu'il n'a aucun lien avec l'industrie. Donc, effectivement, ce que j'ai publié, ben oui, l'industrie n'aime pas trop, puisque, grosso modo, j'ai essayé, à travers ces différents papiers, de montrer qu'on surutilisait le rein artificiel en réanimation, parce que les firmes avaient leur key opinion leaders qui expliquaient qu'il fallait mettre un malade sur un rein artificiel à peine il ne faisait pas pipi. Donc, je vous conseille, si vous ne voulez pas faire pipi la nuit, de vous brancher un rein artificiel avant de vous coucher. Ça, c'est un bouquin très intéressant. Là aussi, si vous le volez, vous aurez plus de mal parce qu'il est très gros, mais si vous le payez, vous aurez du mal aussi parce qu'il est très cher. Ce qui est merveilleux en médecine, c'est que vous ne verrez jamais dans un congrès de cardiologie quelqu'un qui se lève et qui dit: écoutez, non, moi, le traitement de l'infarctus du myocarde, pour moi, c'est comme ça, alors qu'il n'a jamais fait de cardiologie, jamais publié un article, peu importe. Mais alors, en éthique, on se lance. L'éthique, grosso modo, c'est: je suis plutôt un gars bien, on est bien, c'est le cas de la majorité des gens, heureusement, donc ce que je pense est bien. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'éthique, c'est aussi quelque chose qui demande un soubassement de connaissances scientifiques, donc qui est remarquablement expliqué dans ce bouquin-là, qui est sous la plume d'un des plus grands éthiciens nord-américains, même si dans mon sens, c'est hors du propos, on pourrait se questionner sur certaines de ses prises de position sur la recherche, peu importe, mais bouquin qui ne consacre pas moins que 3 chapitres complets au problème des conflits d'intérêts. Donc quand ça apparaît dans un bouquin de ce niveau-là, c'est que ce n'est pas seulement le fantasme de celui qui l'a écrit. Alors, il y a plein de définitions là-dedans que je vous laisse lire. Vous lisez, je pense, l'anglais encore plus rapidement que si je le lisais. Donc, vous avez cette définition du conflit d'intérêt, donc cette interférence possible entre l'intérêt primaire, qualité de la recherche, et l'intérêt secondaire, le gain financier que l'investigateur peut en tirer.
Et surtout, cette deuxième phrase en jaune, c'est une tendance, c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que ça arrive, c'est une possibilité. Je vais y revenir. Et en soi, bon, ce n'est pas illégitime. Je vous dis, moi, j'essaye de m'abstenir d'en avoir, mais parce que cela me permet de tenir un discours que je vous tiens là. Je ne critique pas ceux qui en ont. Je les critique quand j'ai le sentiment que ce qu'ils sont en train de raconter est influencé par. Donc, effectivement, ce n'est pas illégitime, sauf quand ça se met à influencer l'intérêt primaire, c'est-à-dire la qualité de la recherche. D'autres définitions, il donne une définition qui est évidente, celui qui a des actions, celui qui consulte pour une firme et qui conduit l'étude. On y reviendra tout à l'heure, c'est un vrai problème, que la majorité des études sur les dispositifs nouveaux ou les médicaments nouveaux ne soient pas conduits de façon indépendante, mais soient conduits par des médecins choisis par l'industrie, peut poser un problème. Et surtout, une chose très importante sur laquelle je vais revenir, c'est la distinction entre potentiel perçu ou réel n'est pas pertinente, je vais y revenir. Et puis, chose très importante, il n'y a pas que le problème que je viens d'évoquer de l'article qui est original, qui est écrit par quelqu'un qui a des relations financières avec l'industrie, il y a quand même des recommandations. C'est-à-dire que l'article isolé, je vais vous en démonter un tout à l'heure, on y arrive assez bien. Quand on est aux recommandations établies par 8 ou 10 experts avec 250 références, ça va être compliqué s'ils ont beaucoup de relations avec l'industrie, effectivement. Et puis surtout, oui, il y a des vraies données. Là, par contre, là, c'est la recherche ou la recherche. Oui, les études sponsorées par l'industrie donnent beaucoup plus souvent des résultats positifs pour l'industrie que ne les donnent les études faites par des cliniciens indépendants. Et ça peut effectivement affecter sévèrement l'intégrité scientifique. Pour le moment, je vous balance plein de généralités, des axiomes, tout ça, ou la preuve. Je vais tenter de vous en donner quelques-unes tout à l'heure. Et donc, en écho, et d'ailleurs c'est Ézéchiel Emmanuel lui-même qui a réécrit cet article, la notion que le conflit d'intérêts n'existe ne peut pas exister s'il est potentiel, ça passe à côté complètement du fait que peu importe qu'il y ait eu un biais ou pas, le conflit d'intérêts existe, c'est un facteur de risque. Vous rencontrez des tas de gens qui vous disent « je conduis bourré en permanence et j'ai jamais eu d'accident ». Est-ce que c'est pour autant une bonne chose de conduire bourré? Je ne suis pas là pour en débattre, bien évidemment. Et donc, c'est redit là aussi, c'est-à-dire que, comme je l'écris là, autrement dit, cette pseudo-distinction, parce que très souvent, vous avez des gens qui disent voilà, « j'ai des liens d'intérêt, je n'ai pas de conflit d'intérêt ». Alors moi, je dis chapeau, parce qu'ils connaissent leur conscient, leur inconscient, leurs désirs, faire. Après quelques années d'analyse, on n'y arrive pas toujours. Donc, c'est une pseudo-distinction. Il y a un conflit. On a une rémunération et ce n'est pas à soi de dire si elle vous influence ou pas. C'est à ceux qui vous écoutent de le dire. Et là aussi, on entend souvent c'est bon, je suis allé au resto, ils m'ont offert 2 stylos, vous croyez quand même que je vais au ce prix-là? Ben oui, parce qu'on n'est pas tous complètement des gougnafiers. C'est-à-dire que quand on a été invité au resto, vous savez, les spécialistes du marketing, ils savent très bien quand ils vous y invitent et pourquoi ils le font et comment ils le font. Donc vous, nous ou d'autres, je veux dire, c'est qu'ils savent que même un simple repas va modifier un petit peu parce qu'il va y avoir, comme il est dit sur le suivant, une sensation de dette, de devoir de réciprocité. Oui, quand on est invité au resto par quelqu'un, qu'on copine un peu, on n'a pas envie de lui faire trop de peine, quoi. Donc, on va être influencé par son discours. Et j'y reviendrai. Il ne faut quand même pas croire que si l'industrie nous paye un resto, c'est purement gratuitement, c'est qu'elle espère que ça lui rapportera plus que ce qu'elle nous a payé. Alors là encore, Marcy Angel, après qu'elle ait été virée du New England, s'en est donné un cœur joie dans le JAMA, en rappelant, alors le is published est en italique par elle-même, parce que c'était surtout à une époque, c'est encore vrai, mais il n'y avait pas encore les systèmes de transparence, vous savez, de devoir mettre sur un registre public, genre clinicaltrials.gov, les essais qu'on allait faire. Donc effectivement, il y avait plein d'essais qui étaient négatifs, qui n'étaient jamais publiés. Mais je vais y revenir, justement. Donc voilà, et puis les guidelines, ils sont complètement influencés par les liens, enfin, elle ne dit pas qu'ils sont influencés, disons qu'ils sont, pour beaucoup d'entre eux, écrits par des gens qui sont rémunérés par les clients, et notamment le Diagnostic and Statistical Manual. Vous savez que c'est un truc qui est un petit peu l'outil de beaucoup de psychiatres. Je ne suis pas suffisamment compétent pour le critiquer, même si j'ai quelques idées sur cette affaire-là. Et puis elle dit, alors là c'était encore dans le New England, des choses que l'on connaît. Ça c'est une deuxième diapositive à l'intention de Xavier qui dans le paragraphe 2 reconnaîtra des prises de position extrêmement justes qu'il a prises. Bon voilà, donc c'est grosso modo, qu'est-ce qui est dit à travers ces phrases que vous lirez plus vite que si je les vous les disais, c'est que
eh bien, c'est un business comme un autre. En cela, je parlais d'infrastructure et de superstructure. C'est un business. Alors, je vous rassure, je ne milite pas pour la reconstitution de l'Union soviétique. J'observe le capitalisme et sa façon de fonctionner et j'en tire juste des conséquences sur cette superstructure qu'est la recherche. Et là, c'est la deuxième chose pour faire plaisir à Xavier. Moi, j'ai adoré son petit papier dans The Conversation, donc je vous laisserai le temps de le lire. Donc, c'est John Ioannidis, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui est un chercheur assez réputé, bon, qui grosso modo dit les meetings, ça sert grosso modo à dépenser de l'argent dans les avions, c'est parfait pour les hôteliers, c'est parfait pour les sociétés qui les organisent. Est-ce qu'on y apprend quelque chose? Bon, on a le président de la société qui a été choisi parce que justement, il est bourré de liens d'intérêt et qui va bien vous expliquer comment il faut traiter. Puis les gens écoutent passivement. Donc, c'est une critique très, très forte des congrès. J'ai été beaucoup dans les congrès dans le temps. Je trouve ça extrêmement amusant. Hein. C'est vrai, c'est bien. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'étais vachement fier d'y présenter. Quand j'étais plus vieux, j'étais vachement content de faire de la politique dans les couloirs. Enfin bon, tout ça peut se questionner, quoi, hein. Je n'y vais plus. Alors, ce personnage qui me ressemble un petit peu, mais sauf qu'il a des fils que j'espère ne pas avoir, c'est assez intéressant cet article du BMJ, puisqu'ils ont interviewé quelqu'un qui s'occupait de la force de vente de Labo, et je vous laisse lire ce qu'elle dit. Grosso modo, pour nous, c'est des agents du marketing. Si après leur topo, on vendait plus, on les gardait. Si après leur topo, on vendait pas plus ou moins, eh ben, on les gardait pas. Donc, bon, alors, c'est l'opinion d'une personne. Pour moi, je vous donne beaucoup d'opinions de personnes isolées, donc ça peut se discuter, mais je vais vous donner quelques opinions collectives. Alors là, je vais aller très vite sur quelques diapos, parce que le titre suffit. Quel type de conflit d'intérêt on peut... Je vous ai parlé beaucoup, en toute théorie, des conflits d'intérêt dans la recherche en elle-même, et je vous donnerai les exemples, mais on voit que, par exemple, bah oui, ils disent que non seulement un certain nombre de recours sont écrits par des gens qui ont des conflits d'intérêt, mais un certain nombre de fois, ils ne les déclarent pas, ce qui est un peu problématique. De la même façon, les éditeurs des journaux reçoivent des financements dont on ne connaît pas le prix. Être éditeur du New England ou de Lancet, c'est un bon boulot, hein, à mon avis. Hein. Donc, ils reçoivent, ou d'autres, ils reçoivent des subsides, mais on ne sait pas très bien lesquels. Et puis, pareil pour les associations, pour les sociétés, d'accord, les oncologues reçoivent énormément d'argent. Alors, bien sûr qu'une bonne partie sert à la recherche, mais si l'argent que l'on reçoit de la recherche, donc qui nous permettra de publier, d'être célèbre, vient des gens qui fabriquent les produits, on peut être parfait, n'avoir aucun biais ensuite, mais cela peut poser problème. Et puis, les textbooks, il n'y a aucun... Je n'avais jamais réalisé ça avant de lire cet article-là. Il n'y a aucun déclaration d'intérêt. Vous lisez les textbooks, je ne sais pas si on les lit encore autant qu'avant du fait de l'Internet et tout, mais il n'y a pas de déclaration des intérêts financiers qu'ont les auteurs lorsqu'ils écrivent un chapitre sur l'infarctus du myocarde ou le cancer de la prostate. Et puis, dernière chose que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps, non, c'était dans Science, journal à peu près acceptable, je crois, dans lequel c'était très amusant. Il y avait des gens qui avaient siégé dans les panels de la FDA pour l'approbation de médicaments. Ils ne recevaient pas d'argent. Oui, ils ne recevaient pas. Ils le recevaient après avoir voté. C'est absolument extraordinaire. Donc, ils étaient rémunérés par l'industrie une fois qu'ils avaient voté. C'est pas mal, hein, il y a des processus électoraux qui ressemblent à ça parfois. Hein. Alors, un avis plus collectif, c'est quand même d'assez grosses, on peut dire de très grosses pointures dans la recherche clinique. Je ne sais pas s'ils touchent ce qui est votre intérêt, mais ils sont très connus, en tout cas dans mon centre d'intérêt. Je vous laisse lire ce qui est en jaune, que grosso modo, le profil, le motif essentiel, d'accord. Bon, c'est leur opinion. Là encore, c'est 4 ou 5 experts. Mais il y a plus complexe ensuite. Je pense qu'il est difficile d'accuser la Chambre des communes anglaise de gauchisme échevelé, on va dire. Hein. Bon, pas des révolutionnaires bolcheviques quoi, dans l'ensemble. Or, ils ont fait un rapport parlementaire sur les rapports entre l'industrie du médicament ou du dispositif médical et les pouvoirs publics. Et là encore, l'influence de l'industrie pharmaceutique est énorme et hors de tout contrôle. Et ce sont les larges multinationales qui contrôlent tout. La recherche, comment on va prescrire les médicaments, etc., etc. Donc là, ce n'est pas un avis de 1 ou 2 médecins qui auraient des comptes personnels à régler avec tel ou tel industriel, c'est l'avis d'une commission parlementaire anglaise. Et c'est aussi l'avis de l'Organisation mondiale de la santé, qui a mis un certain temps à traduire ce texte, puisqu'il était en 2009 en anglais et en français en 2013, et dont le titre est self-explicative, hein, d'accord ? Voilà. S'il faut y répondre et la comprendre, c'est que c'est pas, on vous dirait pas exactement répondre à la vérité scientifique, entre guillemets, d'accord ? Donc, peut-être que là, il y a un problème. Et il y a cette chose absolument extraordinaire, c'est-à-dire c'est l'illusion de l'unique invulnérabilité. Donc, vous voyez ce truc. Quelle influence les délégués ont-ils sur votre prescription ? Oh, bah non, franchement, pas beaucoup, quoi. Hein. Et sur vos collègues ? Oh là 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 là, énormément.
Seul problème, c'est que les collègues, ils pensent la même chose de moi. Donc, moi, je me pense invulnérable, les collègues ne pensent pas que je le sois. Et on a à peu près les résultats analogues si on interroge les gens sur leur lien ou conflit d'intérêt. Vous êtes rémunéré? Oh oui, non, attendez, je suis capable de faire la part des choses. Et alors, j'ai un de mes élèves qui est à peu près sur la même thématique que moi. Et un jour, il a dit un truc extraordinaire dans un symposium. Il parlait après quelqu'un qui avait effectivement beaucoup de liens d'intérêt et qui dit bah oui, mais cela n'influence pas mon topo. Et il lui a dit je n'ai aucun lien d'intérêt, mais ça influence beaucoup mon topo. Dans la salle, ça a été perçu. Et qu'est-ce que dit ce rapport de l'OMS? Il dit à peu près ce que je vous ai dit. Aucune entreprise pharmaceutique ne dépense l'argent de ses actionnaires par générosité désintéressée. Moi, j'ai expliqué aux externes, bon, maintenant, grâce à l'application de la charte de déontologie, dont j'ai été en charge de l'application charte de déontologie des doyens, normalement, il n'y a plus de staff avec l'industrie dans les services, il n'y a plus le petit déjeuner, il n'y a plus, etc. Bon, il ne devrait plus y avoir, je dirais. J'ai fait une enquête, on l'a publiée dans notre université, ça semble avoir diminué, mais je leur ai expliqué, si vous donnez un croissant, c'est qu'ils sont sûrs que vous leur rapporterez plus qu'un croissant. Alors maintenant, on va être dans les exemples, parce que bon, il ne suffit pas d'asséner comme ça des phrases. Alors, dans l'ensemble, vous verrez que pour les Français, j'ai anonymisé. Si vous voulez les chercher, vous les trouverez. Mais ça, je n'ai pas anonymisé parce que je l'aime trop, celle-là. Je ne sais pas si d'entre vous, comme vous êtes de la santé publique, vous avez entendu parler du diesel, des particules fines, tout ça. Vous avez peut-être entendu parler de ce très célèbre professeur. Non, vous ne connaissez pas Michel Aubière. Michel Aubière est un professeur, était un professeur de pneumo dans mon UFR. Tout le monde, les étudiants, ses collègues savaient qu'il croquait chez Total. La seule personne qui ne savait pas, c'était le directeur général de l'assistance publique qui, la main sur le cœur, vous disait qu'il luttait contre les conflits d'intérêts et qu'il a envoyé témoigner sous serment devant le Sénat pour expliquer que le diesel était bon pour la santé. Grosso modo, ça s'est terminé au pénal, cette affaire-là, puisqu'il s'en est pas si mal sorti en appel, mais enfin, ça s'est quand même terminé au pénal parce qu'il s'est parjuré devant une commission sénatoriale. Et donc, vous pourrez trouver ça dans le Canard enchaîné. C'était assez marrant. Bon, je ne cite pas l'auteur, il y a un bout de temps, mais c'est pour vous montrer, je n'ai pas le temps, si je mets un topo sur comment construire un protocole de façon éthique, je vous parlerai, vous le connaissez aussi bien moi, de ce qu'on appelle l'équipoise, la clinical equipoise, c'est-à-dire de comparer des choses qui, a priori, ont autant de chances ou autant peu de chances d'un côté et de l'autre que de marcher. Donc, une très bonne façon, il y a des articles très très bien faits là-dessus, dont un de Richard Smith, qui a été très longtemps l'éditeur du BMJ, et qui explique comment se débrouiller pour avoir toujours le truc qui marche. Donc, donner une dose inférieure du médicament au comparateur, ou supérieure, ce qui fait qu'il va être toxique, ou pas choisir le bon comparateur. En voilà un exemple extraordinaire. Comparer ceftazidime, oui, j'ai essayé, j'ai tenter de focaliser des exemples plutôt vers l'infectieux, puisque j'ai cru comprendre que c'était une des choses qui vous intéressait, mais il y en a des tas ailleurs. Écoutez, comparer pour les pneumonies, y compris communautaires, le ceftazidime et le cefpirom, je veux bien, enfin, on était au tout début du pneumocoque résistant, mais même sans être pneumocoque résistant, quand on regardait la CMI du pneumocoque de standard à la CFTA par rapport à cefpirom, j'étais rentré dans ce protocole, je dis, mais moi, dans mon service, tu étais peut-être là à l'époque, on n'inclura pas de patients avec des pneumonies communautaires. On intervient. OK. Mettre les nosocomiaux qui ont souvent du colibacille ou du pyosanique, ça m'allait. Mais du pneumocoque, c'était hors de question. Et je sais, je leur avais dit, vous savez, le jour où vous aurez une méningite à pneumocoque sous CEFTA, vous ne serez pas fiers. Et c'est arrivé. Simplement, quand on regardait le résultat global, ah oui, il n'y a pas eu de différence de mortalité. L'inverse aurait été un peu étonnant, vu le nombre, vu la... Vous voyez, il n'y a pas tant que ça d'infections à Gram positif. Néanmoins, et là je reviens à Henry Beecher, qui avait dit un truc extrêmement juste dès 1966, on ne juge pas la validité éthique ou scientifique d'un protocole sur ses résultats, mais sur le protocole lui-même. Ce n'est pas parce qu'un protocole foireux se passe bien qu'il était bien. Donc ce protocole-là, il était inacceptable. Et bien évidemment, vous avez vu, this work was supported by grants from, etc., par celui qui était à l'époque, qui est devenu depuis, enfin ils ont tout le temps changé, soit de Sanofi maintenant, je ne sais plus, qui était très ennuyé parce que c'était tirer une balle dans le pied en construisant la ceftirom, qui était un super céphotaxime, ils ne savaient pas à quoi le comparer, donc ils n'allaient pas foutre en l'air leur céphotaxime, donc ils se sont pris un antibiotique qui ne marcherait pas. Alors, c'est plus mon métier de réanimateur que votre métier d'épidémiologiste et d'infectiologue, mais enfin bon, le sepsis, vous savez que c'est grave, nous, c'est notre préoccupation, enfin, c'était ma préoccupation constante lorsque j'étais encore clinicien. On a fabuleusement amélioré le traitement du sepsis et du choc septique, mais par les moyens usuels de la réanimation, une meilleure utilisation du remplissage vasculaire, une meilleure utilisation des catécholamines, une meilleure utilisation de la ventilation mécanique, du rein artificiel. Donc,
qu'on a vu merveilleusement dans la Covid d'ailleurs, parce que, bon, bien sûr qu'il y a eu quelques médicaments qui ont marché, j'en reparlerai, vous les connaissez mieux que moi, et puis je crois que vous avez eu un topo là-dessus, mais enfin, heureusement qu'il y avait toute la réanimation de base qui savait à peu près faire avec ces malades aussi graves. Ben, c'est un peu pareil pour le sepsis, sauf que je peux comprendre qu'on cherchait les médicaments mirables qui traiteraient le sepsis, puisqu'on traite l'infection effectivement avec les antibiotiques, et tout le traitement symptomatique qui va avec, mais sur les mécanismes même du sepsis, d'hyperinflammation, puis d'hyporéactivité, enfin mon truc que vous connaissez probablement mieux que moi et qui est très complexe, tout le monde, et c'était logique, a cherché le Graal. Donc ça a commencé avec les anti-TNF, les anti-interleukines. Moi, quand je voyais ça, je me disais, c'est pas possible. Je me dis, ça marchera dans les maladies inflammatoires. Et c'est vrai que c'est des révolutions extraordinaires pour la rectocolite hémorragique ou le Crohn, ou pour les polyarthrite rhumatoïdes sévères. Enfin, le sepsis, c'est tellement complexe, j'avais du mal à croire que ça puisse marcher, donc aucun n'a marché, sauf un beau jour, on nous explique que la protéine C est activée, donc je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, la protéine C est une molécule anticoagulante physiologique que nous avons, qui nous permet d'établir cet équilibre entre pro- et anticoagulation, et qui, bah oui, vous connaissez probablement mieux que moi les cascades complémentaires de l'inflammation, du complément, de la coagulation, tout ça interagit. Donc, en donnant cet anticoagulant naturel, entre guillemets, on pouvait espérer agir sur la cascade de l'inflammation, pourquoi pas. Donc, l'étude est faite, et elle aboutit à une publication dans New England avec un P à 0,47 ou 0,48 ou 0,41. Il y a un très joli papier qui montre que quand on regarde la distribution des valeurs de P dans certaines données de littérature, il y a une surreprésentation des un peu moins que 0,5 et une sous-représentation des juste un peu plus. Allez savoir pourquoi, hein, c'est probablement un biais statistique. Donc, Lilly n'arrive pas à convaincre totalement les gens parce que c'est un médicament qui pouvait faire saigner quand même, il y a eu des saignements, parce que c'est un médicament qui coûte extrêmement cher. Donc, ils engagent, je vous les invite beaucoup à lire des choses qui ont été écrites par cet auteur, Charles Nathanson, qui est un des plus grands critiques justement de ce type d'études. Bon, il n'est pas très aimé, mais il est respecté. Et moi, je m'inspire beaucoup de ce qu'il a raconté. Et donc, on nous prétend que ça marche, mais ils se rendent compte que ce n'est pas assez prescrit. Moi, on ne le prescrivait pas dans mon service, non pas que j'avais la preuve formelle que ça ne marcherait pas, il fallait être devin, j'analyse les choses bénéfices, risques, coûts. Je veux dire, faire un truc auquel je crois à moitié, mais qui coûte pas cher, je veux bien. Donc c'est comme ça qu'on met assez souvent des corticostéroïdes dans le choc septique, alors que je ne suis pas 100% persuadé que ça sauve des vies. Par contre, pour moi, mettre ça qui coûtait des dizaines de milliers d'euros, tant que ça n'était pas vraiment prouvé par un deuxième article, on ne l'a pas fait. Moi, j'avais des assistants, des chefs de clinique qui étaient pris à partie dans les congrès en disant vous êtes des monstres, vous rationnez les dépenses. C'est-à-dire que regardez ce qu'on arrive à faire avec l'éthique. Je ne sais plus quelle était la révolutionnaire qui malheureusement a été décapitée, surtout parce qu'elle était une femme pendant la Révolution française, qui avait dit, c'était pas Olympe de Gouges, en une autre, liberté que de crime on commet en ton nom, et moi ma devise c'est éthique que de crime on commet en ton nom. C'est-à-dire que là, c'était pas éthique de ne pas prescrire ce médicament. Donc, c'était pas éthique. Donc, ils ont engagé cette campagne, ça a augmenté leurs ventes, et puis il y a eu un deuxième article dans le New England, beaucoup plus gros, qui a montré que ça ne marchait pas, et donc ça a disparu de la pharmacopée. Mais, en attendant ça, regardez la recommandation. Alors, cette recommandation n'a pas passé ce que les anglo-saxons appellent le Lauf test. Ça a tellement fait rigoler qu'eux-mêmes étaient gênés. C'est-à-dire que grosso modo, vous connaissez les grades des recommandations, de A c'est impératif, B c'est plutôt recommandé, E c'est impératif qu'il ne faut pas, où rien n'est prouvé. Donc il fallait, avec une recommandation grade B, c'est pas mal, hein, prescrire de la protéine C. Les antibiotiques dans le choc septique, c'est franchement si vous voulez, quoi, hein, si vous avez le temps, comme ça que ça vous passe en tête, ouais, vous avez une pyélonéphrite, ouais, bon, donnez-lui un peu de céphotaxime, peut-être. Que si, mais vraiment, si vous avez le temps, mais commencez par lui donner de la protéine. Bon, ça a fait hurler de rire. Entre-temps est sorti le papier qu'a contrôlé. Donc, ils ont modifié leur version. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gens qui ont signé ça, j'en ai coupé quelques-uns, c'était, entre guillemets, les plus grands noms de la réanimation de l'infectiologie réanimatoire, et ils croquaient tous chez Lilly. C'est Lilly qui avait fondé cette Surviving Sepsis Campaign. Alors, parlons aussi, on est à la limite de l'infectieux, mais c'est la péritonite spontanée du cirrhotique. Vous savez que les cirrhotiques font un certain nombre de fois spontanément des surinfections de leur liquide d'acide, et c'est une maladie grave, la mortalité est assez importante, c'est un sepsis sévère. Qu'est-ce que dit cette méta-analyse, écrite par des gens tout à fait bien, qui déclarent leur plein d'intérêt, donc ils ont tous payé par le laboratoire qui fabrique de l'albumine, et bien ils déclarent que l'albumine dans l'infection d'acide du cirrhotique, ça réduit la mortalité et l'insuffisance rénale chez les cirrhotiques. Il faut en prescrire, il n'y a pas le moindre doute. Hein. C'est quand même une méta-analyse, c'est du béton. Ouais, mais là aussi, ça a été un de mes petits débats publics
avec le président de mon honorable société en disant, écoute, tu devrais peut-être lire les articles qui sous-tendent cette analyse. Alors, si on lit les articles qui les sous-tendent, on en voit un certain nombre. Je dois vous dire que je reconnais que je n'ai pas lu les articles en chinois, ce qui est sûrement un tort, parce qu'à l'époque, quand j'ai fait cette diapo, il n'y avait pas encore ce truc. Enfin, c'est extraordinaire. Maintenant, avec DeepL, on peut lire les articles en chinois. Je ne les ai pas lus, mais comme on sait que ça tient principalement cette étude du New England, et les autres sont à peu près calqués. Donc, qu'est-ce qui se passe? On prend un cirrhotique qui a une infection péritonite spontanée, et on le met sous antibiotiques, parce que là, il n'y a rien à dire, tous les groupes reçoivent des antibiotiques. Donc là, on n'est pas dans le grade E de la recommandation. Mais, dans le groupe albumine, ils reçoivent un certain nombre de flacons d'albumine concentré, donc du remplissage. Or, vous savez, même peut-être pas pour ceux qui ne sont pas du tout cliniciens, mais ça c'est un peu, un des points importants dans la prise en charge du sepsis, et encore plus du choc septique, c'est le remplissage vasculaire. Donc, on remplit des gens de façon confortable avec de l'albumine, et en face, on ne les remplit pas. C'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas du sérum salé isotonique comme comparateur. Donc, effectivement, vous prenez un sepsis sévère, d'un côté vous le remplissez, de l'autre côté vous ne le remplissez pas, je peux déjà vous donner le résultat. Et en plus, alors elle ne l'avait pas fait complètement exprès, un certain nombre de ces études remplissaient les malades avec quelque chose dont on a montré par la suite, ils ne le savaient pas forcément à l'époque, les hydroxyéthylamidons, que en fait c'est toxique, c'est néphrotoxique et ça augmente la mortalité. Donc c'est vraiment l'absence totale d'équipoise. Eh bien, néanmoins, si vous vous amusez à regarder les recos, la très vaste majorité des sociétés savantes des pathologies, ils vous disent qu'il faut donner de l'albumine. Et toutes ces recos sont écrites par des gens qui ont des liens d'intérêt avec les fabricants d'albumine, sauf la reco anglaise qui dit peut-être pas si clair, pas si simple. Si vous voulez avoir donc un détail là-dessus, vous pouvez regarder un papier qu'on s'était amusé à écrire avec certains de mes collaborateurs et aussi avec un chercheur INSERM hépatologue là-dessus pour essayer d'expliquer pourquoi il n'y a pas de preuve. Et moi, je me souviens, on recevait de temps en temps dans mon service des péritonites spontanées cirrhotiques, on avait du sérum salé isotonique et des antibiotiques qui guérissaient, et on se faisait ensuite injurier par les pathologues, disaient oui, il a guéri malgré vous. Il a guéri autant, il peut guérir malgré nous, mais enfin, on n'en a tué aucun, donc peut-être que ce n'était pas si mal. Alors, puisqu'on parle aussi d'infection, d'albumine, etc., comme je vous l'ai dit, le traitement du choc septique, c'est un truc, je ne dirais pas complexe. Enfin, disons que, heureusement, ça a bénéficié des avancées complexes de notre discipline de réanimation. C'est-à-dire, je vous dis, le remplissage vasculaire, les catécholamines, la qualité de la ventilation artificielle, le rein artificiel maîtrisé comme il faut quand il faut. Et là encore, se poser la question du remplissage vasculaire. Avec quoi? Alors, je pourrais vous faire tout un topo sur les solutés de remplissage et les conflits d'intérêts, mais là, il me faudrait autant de temps. Donc là, je vais m'intéresser à l'albumine, puisque, en fait, il y a eu pas mal de papiers qui se sont intéressés à ça, mais qui se sont intéressés essentiellement au sepsis. Vous savez que dans le sepsis, il y a plus ou moins grave jusqu'au choc septique. Donc, ils ont montré que globalement, dans le sepsis, il n'y avait aucun avantage à l'albumine par rapport au sérum salé isotonique. Mais, quand on regarde le sous-groupe des malades en choc septique avec l'ajustement sur tous les trucs post-hoc qu'on adore, quoi, peut-être bien qu'il y avait un signal en faveur de l'albumine pour le choc septique. Et alors, à ce moment-là, vous voyez, il y a ça, et de l'autre côté, il n'y a aucun article publié qui se soit intéressé purement au choc septique. Oui, il n'y a aucun article publié. Il y avait effectivement une étude, donc c'est ça tout l'intérêt clinical trials, et ça vous montre justement qu'il y a des remèdes, heureusement, à les situations dont je vous parle, notamment celui-ci, donc déclaration obligatoire. Qu'est-ce qu'on voit? C'est un très célèbre médecin intensiviste réanimateur français, je ne dirai pas qui. C'est sponsoré par le LFB, Laboratoire français des biotechnologies, donc ceux qui fabriquent l'albumine, dont la devise, il faut le faire, c'est l'engagement éthique. Voilà, c'est très bien. Et donc, ils font l'étude. Elle est abstracte il y a un certain temps, c'est en 2011. Et qu'est-ce qu'elle dit? Il y a quand même quasiment 800 malades. Donc, 400 versus 400, on doit pouvoir avoir une idée quand même de l'effet du traitement. Mais ils disent qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Eh bien, cela n'a jamais été publié. Ce qui est une injure éthique à deux titres. Un, l'éthique de la science. Quand on a fait une étude, on doit la publier. Deux, l'éthique du patient et de sa famille. Je veux dire qu'il y a une dimension altruiste dans si un patient ou sa famille, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, c'est le problème de l'illusion thérapeutique, mais là aussi il me faudrait une heure pour le développer. Quand un patient ou une famille accepte que son patient rentre dans une étude, s'ils ont tout compris ce qu'on leur a expliqué, leur démarche, elle est altruiste. Je sais que ce n'est pas forcément pour mon bien. Avec un peu de bol, j'en bénéficierai. Avec un peu de malchance, j'aurai rien de bien, voire pire.
mais j'aiderai à faire progresser la connaissance et à mieux traiter les suivants. C'est un mépris total pour ça. Et d'ailleurs, dans les recommandations donc, de l'ICMJE, ils disent bien que parmi la scientific misconduct, un des aspects, pour certains, ils ne sont apparemment pas tous mis d'accord, moi je pense à mériter l'unanimité, c'est de ne pas divulguer les résultats, de ne pas publier ces résultats. Et il y a des articles qui s'appellent The Obligation to publish the results. Donc c'est évident que de ne pas avoir publié ce résultat ne doit rien au hasard. Et là aussi, ça a été un de mes débats. Bon, donc je ne veux pas en dire plus, sinon vous allez l'identifier. Et l'investigateur en question a continué à recevoir de l'argent de LSB. Bon, c'est une pure coïncidence. Vous le savez mieux que moi, une corrélation n'est pas une causalité. Alors, un autre exemple sur lequel je vais passer un peu plus de temps, parce que celui-là, il a fait couler beaucoup de liquide de désinfection et beaucoup d'encre, et ça aboutit à des recommandations dont je vais vous parler. Donc, un très bon papier, méthodologiquement, actuellement, vous avez quand même beaucoup plus de chances de passer un papier sur un sujet inintéressant, mais en faisant un truc méthodologiquement parfait, que sur un sujet difficile où le papier ne sera jamais méthodologiquement parfait. Donc, voilà, you go where the money is, et donc, bon, ça fait des biais. Donc là, ils s'intéressent à la prévention des infections, des cathéters en réanimation. C'est vrai que c'est un vrai souci, la prévention d'infections en réanimation, notamment des cathéters, mais vous verrez que ça fait quelques progrès. Et donc, ils comparent la povidone, pas les trucs iodés, avec une chlorhexidine alcoolique. Parce qu'on se servait beaucoup de chlorhexidine aqueuse, là, ils les comparent avec une chlorhexidine alcoolique à des concentrations assez importantes. Bien évidemment, celui qui fabrique le produit sponsor le truc et chacun des investigateurs, enfin beaucoup des investigateurs étaient payés, je vais vous le raconter. Peu importe, le résultat il est formidable. Hein. Le groupe chlorhexidine, ils ont moins CRBSI, Catheter Related Bloodstream Infection. On ne peut pas rêver mieux. Hein. On est quand même content qu'un malade fasse moins de bactériémie sur le cathéter quand il reçoit un produit. Donc c'est indubitable, 0,3 et même bon, la colonisation. Moi, la cognition des cathéters, je dois dire que je n'ai jamais su très bien quoi en penser. Je dis, bon, faut peut-être penser à l'enlever si vraiment il ne sert pas à grand-chose. Peut-être le garder en surveillant le malade si le cathéter sert encore. Enfin, bon. Par contre, l'infection bactériémique, c'est vrai que c'est un vrai souci. Donc, bravo, chapeau. Et donc, on suit bien évidemment leurs conclusions. C'est-à-dire que ces résultats peuvent être raisonnablement généralisés, qui ont un cathéter central veineux pendant pas très longtemps et artério-cathéter short term, là aussi. Donc, comme je dis, vous connaissez peut-être Jacques Higelin, champagne pour tout le monde, caviar pour les autres. Donc là, c'est chlorhexidine pour tout le monde, quoi, d'accord ? Bon, très bien. Mais est-ce qu'on s'en arrête vraiment là ? Et alors là, vous le savez comme moi, le diable se cache dans les détails. Moi, lorsque j'ai essayé d'apprendre la lecture critique d'articles à des étudiants, il y avait le côté méthodologique pour lequel j'ai une révérence teintée de crainte dont je me serais bien gardé là-dessus. Je dis attention, n'oubliez pas, le diable se cache dans les détails. Dans chaque article, on essaye de vous cacher quelque chose. Pas forcément à tous les coups, mais allez d'abord essayer de chercher ce qu'on vous cache éventuellement. Et ce qu'on cache éventuellement, c'est ce qui est dans l'appendix. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'appendix ? Ils en parlent quand même dans le papier. Eh bien, tout ça, la colonisation, OK, mais pas l'infection bactériémique des cathéters veineux. Donc, ça veut dire que les cathéters veineux, je vous montrerai les chiffres, qui étaient la majorité de leur population, et qui est la majorité de nos malades de l'anorexie, quasiment tous les malades de réanimation ont un cathéter veineux. On avait fait une étude dans le temps pour voir si on pouvait se passer de cathéter veineux et de garder des cathéters périphériques. Ce n'était pas évident. Donc, bon, la vaste majorité de ces patients-là ont des cathéters veineux centraux. Bon, il n'y a pas de différence de bactériémie. Donc, quand même, c'est un petit problème. Et alors, par contre, il y a un petit chiffre extraordinaire. Normalement, ils utilisent ils doivent parler d'abord de la chlorhexidine avant la povidone. Eh bien non, ils font l'inverse. Ils disent que la povidone n'a pas diminué la mortalité ou la durée de sérotonine n'a pas diminué la mortalité ou la durée de séjour. Donc, c'est quoi ce médicament qui traite quelque chose qui ne tue pas et qui n'augmente pas la durée de séjour? Bon, on va me dire, oui, mais on va donner un peu plus d'antibiotiques. Je suis d'accord, on peut faire des analyses co-économiques qui sont très intéressantes. Mais aussi, ce qu'ils disent dans l'appendix, c'est le nombre de réactions très sévères, parce que c'était des concentrations importantes de chlorhexidine. Donc, ils ont eu des brûlures sévères. Bon, chaque médicament peut avoir ses effets secondaires. Mais quand on regarde justement dans le fameux appendix, qu'est-ce qui emporte la décision de leur truc ? C'est essentiellement les cathéters artériels, d'accord ? Et les... c'est ça, c'était les cathéters... Enfin, je n'arrive pas à le lire, hein, c'est terrible. C'était les cathéters
Oui, c'est ça. C'était les cathéters artériels. Vous voyez que les cathéters veineux, ah oui, c'est les cathéters d'hémodialyse. Voilà, les cathéters d'hémodialyse, je cherchais, c'est les cathéters d'hémodialyse et les cathéters artériels qui emportent la conviction, et non pas les cathéters veineux. Donc, vous allez me dire, peut-être qu'on met plus de cathéters d'hémodialyse que de cathéters veineux centraux, mais enfin bon, ce n'était pas le cas dans beaucoup de services, dont le mien. Et donc, en fait, si on regarde leur courbe de Kaplan-Meier, alors je vous fais grâce, ils ont mélangé deux groupes, mais c'est-à-dire que grosso modo, les deux bleus, c'est ceux qui recevaient la povidone, les deux rouges, c'est ceux qui recevaient la chlorhexidine. On voit bien qu'à un moment, ça diverge. Hein. D'accord, c'est sur les bactéries, mais ça diverge. Mais ça diverge à combien de jours? À 12, à 14, à 16, enfin, ça ne diverge pas à 4 ou à 8 jours, hein, d'accord? Donc, ça diverge au bout d'un certain temps. Est-ce que ça, c'est du short term, comme ils disent? Bah, moi, non. Cathéter qui dure plus de 15 jours, c'est plus vraiment du short term pour moi en réa. Hein. C'est que vraiment, il faut avoir des bonnes raisons. Et puis surtout, ça, c'est une étude qu'on a faite, nous, à Kiki, qui s'intéressait à ça. C'est une étude randomisée sur des indications de l'hémodialyse, donc peu importe l'étude en elle-même, mais on avait regardé la durée de vie des cathéters sur des centaines de malades, durée de vie des cathéters de dialyse. Hein. On voit qu'à 12 jours, il n'y a quasiment plus de cathéters. Donc moi, je veux bien qu'on laisse les cathéters 15 jours de dialyse pour voir s'ils finissent par s'infecter, mais ce n'est pas la meilleure pratique. Et l'autre chose que les auteurs, mais c'est sûrement un oubli et de la modestie de leur part, c'est qu'ils avaient eux-mêmes publié quelques années avant un papier montrant qu'il valait mieux changer les cathéters artériels au bout de 7 jours. Ils ont oublié de citer leur papier, c'est de la modestie. C'est ça qui est terrible, les investigateurs, c'est qu'ils sont modestes. Et donc la conclusion, voilà, il n'y a pas de différence d'infection pour les cathéters veineux centraux. Il y a une différence pour les cathéters de dialyse et pour les cathéters artériels si on laisse très ou trop longtemps. Oui, quand ça commence à sentir pas bon, il vaudrait mieux l'avoir changé avant. Et il y a une toxicité notable. Ça n'a pas été présenté comme ça. Et donc, on est exactement dans ce qui est un biais connu de la recherche, qui est le spin, c'est-à-dire tirer des conclusions qui ne sont pas en rapport avec les résultats observés. Et donc, c'est un vrai problème et c'est detrimental research practice. Ben, ça va plus loin, parce que du coup, toutes les grandes sociétés savantes s'intéressant à la question, donc aussi bien les réanimateurs médicaux, qu'on appelle maintenant médecins intensivistes réanimateurs, que les médecins anesthésistes réanimateurs, que les réanimateurs pédiatres, ont dit c'est formidable, il faut utiliser la désinfection cutanée à la chlorhexidine alcoolique. Alors effectivement, elle ne coûte pas extrêmement cher par rapport à la povidone, mais vous imaginez les litres et les litres et les litres, et quasiment tous les hôpitaux de France et de Navarre ont recommandé d'utiliser ça sur la base de cette chose-là, où aucune déclaration des biens d'intérêt n'était faite. Et ce qui est très amusant, c'est si on le compare à une étude observationnelle de changement de pratique. C'est aux États-Unis, Peter Pronovost. Alors c'est assez marrant parce que je ne sais pas si vous avez déjà visité des réanimations aux États-Unis. C'est bizarre. Hein. Vous ne savez pas si vous êtes dans un hall de gare ou dans un service de médecine. C'est assez particulier. Et alors, c'est là qu'on apprend qu'ils sont arrivés à quasiment zéro infection de cathéter. Donc, c'est quand même vachement important. En faisant quoi? Eh bien, en mettant une bavette, un champ, une casaque de chirurgien et en enlevant le cathéter quand on n'en a plus besoin. Ah, vache, hein, c'est innovant ça. Hein. Rien qu'avec ça, il n'y a plus d'infection de cathéter. Donc, en fait, les papiers précédents, c'est s'intéresser à une maladie qui n'existe plus. C'est ce qu'on appelle un peu le disease mongering, c'est inventer une maladie parce qu'on a un médicament pour la traiter. Alors là, je sors de l'infectieux, mais cet exemple est tellement beau, je suis à peu près dans les temps, là c'est bon, j'en ai plus pour très très longtemps. Cet exemple est absolument magnifique parce que, bon, vous savez que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est parcoétile, c'est un médicament, moi je trouve terriblement dangereux. Nous, en réa, on voyait des cellulites cutanées extensives, infectieuses dramatiques chez les gens qui avaient eu un malheureux bouton et qui avaient eu des ALNS. On voyait des pneumonies dramatiques chez les gens qui avaient démarré leur pneumonie et des ALNS. Donc, c'est un médicament utilisé grande prudence. Mais quand on a la périarthrite scapulo-humérale, c'est vrai que ça fait plutôt du bien. Le problème, vous savez que ça abîme l'estomac, que ça peut faire saigner. Et tout ça passe par l'inhibition des prostaglandines inflammatoires, mais aussi des prostaglandines qui protègent l'estomac. Donc, on a découvert des médicaments qui inhibent la mauvaise prostaglandine et qui laissent foutre la paix à la bonne prostaglandine qui protège l'estomac. Donc, une étude est faite en comparant le nouveau médicament, le rofecoxib, donc qui était le Vioxx, il a été retiré du marché, et le naproxène comme comparateur. On voit qu'il y a beaucoup moins d'événements gastro-intestinaux. Donc, c'est formidable, il n'y a pas de doute, c'est ça qu'il faut prescrire. Là encore, c'est quand même bizarre, c'est qu'on apprend non pas que les infarctus étaient plus fréquents
avec le médicament à l'étude, ils étaient moins fréquents avec l'autre parce qu'ils lui ont attribué un effet cardioprotecteur à l'autre. Et donc, finalement, tout va bien et il faut vraiment s'en servir. Et donc, il y a eu une campagne de marketing énorme parce que vous doutez bien que si on avait réservé ce médicament-là aux gens qui avaient un antécédent d'ulcère, comme c'était dans, entre guillemets, l'AMM américaine, il ne se serait pas vendu. En fait, tout le monde en a pris. Résultat des courses, il y a eu des études épidémiologiques, ça a été responsable. À côté de ça, je suis prudent de ce mot, mais le médiateur est, entre guillemets, presque une plaisanterie. Vous avez vu le nombre d'accidents et de morts. Sauf qu'aux États-Unis, vous savez qu'on peut transiger pour éviter le procès. C'est ce qu'a fait l'industriel. Il a transigé avec la famille. Dans ces cas, les transactions sont inconnues. On ne sait pas quels sont les montants qui ont été fixés. Mais on sait qu'ils avaient prévu ces montants-là dans leur budget, ce qui est assez logique. La L'impôt prévoit toujours des possibilités d'indemnisation. Enfin là, ils l'avaient prévu sciemment. Alors là, Honneur à Bordeaux, vous connaissez probablement cette équipe, ce sont des généralistes enseignants, si j'ai bien compris, qui ont fait cette description merveilleuse dans laquelle ils ont croisé deux fichiers. D'une part, celui de transparence santé dont je vous ai parlé, où l'on connaît les avantages que des médecins ont pu recevoir, et le fichier de la CNAM qui permettait de connaître le coût des ordonnances faites. Qu'est-ce qu'on voit? Plus un médecin a reçu d'argent des labos, quel qu'il soit, peu importe, plus ces ordonnances coûtent cher. Première interprétation, oui, parce que lui, il est au courant, il sait que l'hépatite C, ça se traite par le sofosbuvir qui coûte très cher et non pas par l'eau de badois. Bon, d'accord, ok, donc c'est un bon médecin qui, lui, au moins est au courant grâce à l'industrie. C'est peut-être vrai. Ça se heurte à un problème d'interprétation, c'est quand on tombe sur les médicaments génériques. Quand même, les antibiotiques, les statines, les antihypertenseurs, c'est quand même ce qui est le plus prescrit, grosso modo, dans la médecine ambulatoire, quoi. On voit que plus un docteur a reçu d'argent de l'industrie, moins il prescrit de générique. De là à penser qu'il a reçu de l'argent de l'industrie qui fait le princeps, c'est une conclusion sur laquelle je ne me hasarderai bien évidemment pas. Alors, je vais terminer sur des choses où je sors, c'est pas que je sors totalement de ma compétence, parce que j'ai eu la chance de pouvoir participer à la prise en charge de la première Covid, une chance dont je me serais bien passé pour les malades, quoi. Je vais dire que bon, c'était horrible, vous le savez, mais en tant qu'ayant fait de la réanimation pendant 40 ans, j'avoue que si j'avais fermé la porte de mon bureau pour que le lendemain, il y ait ce qu'on a dû faire, c'est passer de 17 à 42 lits de réanimation, que ça soit passé sans moi, ça m'aurait fait un peu de peine, quoi. Je veux dire, donc j'y ai participé, comme tout le monde, j'ai essayé de voir ce qui marchait pas, bon, extrêmement dans le bleu au début. Et puis donc, voilà, apparaît le Remdesivir. Alors, le Remdesivir, il y a quand même Anthony Fauci, je crois que c'est quand même quelqu'un de crédible, qui est pointure, qui dit une chose étrange, ça va devenir le standard of care. Donc, je ne sais pas s'il y avait un conflit financier ou académique ou politique, parce qu'il fallait montrer que l'Amérique avait trouvé le remède, je ne sais pas. Il dit quand même quelque chose de très fort, et c'est commenté dans c'est New York Times. Bon, d'accord. Et vous connaissez comme moi les études sur lesquelles ça se base. Effectivement, une étude du New England, ça diminue le temps d'hospitalisation chez les gens qui ne sont pas graves. Alors effectivement, quand on voit le coût de l'hospitalisation aux États-Unis, c'est intéressant. Je veux dire, quand on voit le coût de l'hospitalisation en Europe, un malade qui reste 3 jours de moins hors réanimation à l'hôpital, il faut vraiment que le médicament ne coûte pas cher, ce qui n'était pas le cas. D'accord? Donc, est-ce que c'est formidable? Alors, d'une part, avant même que soit publié l'article de l'OMS que vous devez sûrement connaître, le BMJ, vous savez que moi j'aime beaucoup le BMJ, je ne le lis pas assez malheureusement, mais il se fait une spécialité, c'est de faire la peau des 3 autres, c'est-à-dire du New England, du Lancet et du JAMA, en dénonçant régulièrement leurs conflits d'intérêts, les trucs éthiques. Donc, ils ne les ont pas ratés. Et cet auteur, vraiment, s'il y avait quelqu'un avec qui j'aimerais publier, il y a 2 personnes avec qui j'aimerais publier, on en reparlera, il y a Xavier et il y a Roy Monihan. Qui est un Australien, je crois, qui régulièrement se fait un petit plaisir d'écrire ce genre de papier. Il reprend le truc et c'est écrit dans le papier. Ce papier n'était pas indépendant de l'industrie. Ils étaient fondés par l'industrie, ils ont participé à l'élaboration du protocole, ils ont regardé les résultats donc, en cours de route. Donc, a level of engagement suggesting that, etc. Ils ne pouvaient pas être regardés comme vraiment indépendants. Et puis, il y a plus beau, c'est le titre du Monde. Alors là, la France a fait fort, elle a résisté sur ce coup-là, parce que l'HAS a rendu un service médical rendu augmenté quasiment nul. Donc ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas faire payer leurs médicaments chers. Donc Gilead a dit, allez, tant pis, parce que vous connaissez mieux que moi, le Remdesivir, ils ne savaient pas quoi en faire. On avait tenté ça, je crois, dans le VIH, ils en avaient des stocks pleins. Ils ont dit, tiens, on pourrait essayer dans le Panari, dans le rhume, et pourquoi pas dans la Covid, quoi. Donc l'étude du NIH, de l'OMS a montré que ça ne marchait pas. Ce qui est très étonnant, c'est que Gilead était au courant de ça lorsqu'ils ont vendu leurs médicaments partout. Ils savaient que ça ne marchait pas quand ils nous ont vendu. Alors,
Ça, c'est plutôt pour les étudiants. Je la mets juste pour que vous sachiez que je ne suis pas un forcené. Moi, j'ai eu un jour le président de la conférence des doyens qui m'a expliqué que j'étais dans l'industrie bashing. Si tu veux, toi, tu es dans l'industrie paiement, donc chacun fait ce qu'il peut. Et donc, non, je ne suis pas du tout contre l'industrie. Je veux dire, il faut être clair, les budgets de recherche ne sont pas accessibles aux États. Il y a des données là-dessus. L'industrie participe beaucoup plus à la recherche. Ce n'est pas les États qui ont trouvé les vaccins de la Covid. Il n'y a pas de doute. Donc, évidemment, les tri, les quadrithérapies, le sofosbuvir, tout ce que vous voulez, sans l'industrie, on peut pas. Donc, il faut faire avec, c'est évident. Non, il faut être un petit peu. Voilà. Il y a un proverbe qui dit quand on dîne avec le diable, il faut utiliser une longue cuillère. Mais ça pose aussi un deuxième danger, la crédibilité de la recherche. Le premier danger, je voulais montrer, c'est celui d'aboutir à une recherche qui n'est pas crédible. Mais le deuxième danger, c'est d'avoir une recherche crédible qui n'est plus crue. Et ça, on l'a très bien vu avec la Covid. La recherche était crédible, elle n'était pas crue. Effectivement, vous connaissez ce sympathique personnage, on en parlait il n'y a pas très longtemps avec Xavier. Bon, voilà, c'est un problème. C'est-à-dire que quand vous lisez ce que Christian Perron écrivait il y a 10-15 ans sur les conflits d'intérêts en infectiologie, c'était remarquable. J'adhérais 100% à ce qu'il disait. Bon, il a un petit peu changé d'avis. Grosso modo, la seule personne honnête sur Terre, à part lui, c'est le savant de Marseille. Et donc, il a complètement endossé ça. Il se touchait à l'hydroxychloroquine, etc. Et donc, le grand complotisme. Alors, avec un raisonnement merveilleux, c'est la preuve que l'hydroxychloroquine. Alors, je veux dire, oui, au tout début de la Covid, on a prescrit un peu d'hydroxychloroquine à mes malades en réa. Ils étaient sous surveillance électrocardiographique continue. On trouvait qu'on ne leur faisait pas prendre beaucoup de risques et qu'en l'absence de preuves contraires, vous pouvez faire ça. Arrêtez très vite, vous en doutez. Hein. Mais donc, la preuve que ça marchait, c'est ceux qui le critiquaient. Et c'est en ça qu'ils se mettent en défaut. C'est que les infectiologues qui critiquaient étaient tous payés par Gilead, effectivement. Donc la preuve, entre guillemets, que ça ne marchait pas, c'est qu'ils étaient payés par ceux qui faisaient le remdesivir. Scientifiquement, c'est un syllogisme qui ne tient pas, bien évidemment. Mais ce qui en plus a été terrible, vous l'avez lu comme moi, vous avez vu le nombre de papiers dans le Lancet, dans le New England, qui ont testé des médicaments, c'était n'importe quoi. Enfin, ils ont testé l'ivermectine et tout ce que l'on voulait. Tout ça parce qu'il y avait une pression il fallait. Vous savez, c'est le paradoxe que développent, je crois, les astrophysiciens, c'est celui de la théière dans l'espace intergalactique. Vous ne pourrez jamais prouver qu'il n'y a pas une théière dans l'espace intergalactique. Effectivement, c'est improuvable. Donc, c'était à peu près de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs qui sortaient, on expliquait que c'était les médecins qui étaient des salauds qui ne voulaient pas donner les bons médicaments. Il a fallu, moi je pense qu'il n'aurait pas fallu les faire, ces études. Elles n'ont sûrement convaincu que les gens qui étaient déjà convaincus et pas convaincus ceux qui l'étaient. Enfin, c'est comme ça. Donc, y a-t-il des solutions? Oui, je pense que cette transparence des déclarations, elle est fondamentale. Ce type de déclaration est très important. Le registre des études mais effectivement, même ces études, vous savez que normalement, il y a maintenant une loi aux États-Unis qui fait que quand une étude est terminée et qu'elle n'est pas publiée, les gens qui l'ont faite payent des astreintes monstrueuses, quotidiennes ou hebdomadaires ou mensuelles, mais en fait, elle n'est pas appliquée. Mais un jour, ça le sera peut-être. Donc, il faut que ça soit publié, il faut que les investigateurs n'aient pas de lien avec l'industrie, que ceux qui écrivent des recommandations n'en aient pas, que les médecins sachent mieux les apprécier, mieux former les étudiants. Et je vous donne un exemple, dans le JAMA, il n'y a pas très longtemps, mais c'est à peu près pareil dans British Medical Journal et dans les grands journaux d'oncologie comme le Journal of Clinical Oncology. Maintenant, les gens qui écrivent des recommandations, grosso modo, pour simplifier, ne doivent pas avoir de rapport financier avec les firmes. C'est pas simple de les trouver en plus, ceux-là. C'est pas simple parce que l'industrie, elle sait très bien où est-ce qu'il faut aller. Et donc, c'est ce que disait Marty Angel dans un de ses éditos. Elle avait fait un truc sur une histoire psychiatrique. Il a dit, j'ai eu un mal fou à trouver un éditorialiste pour me faire l'édito. Voilà. Et puis, deuxième chose, là encore, sur lequel j'avance avec prudence. Moi, en tant que clinicien, il y a d'autres articles sur le même truc, je suis persuadé qu'il faut abandonner le 0,05. Pour moi, le 0,05, c'est une hypothèse. Le 0,01, ouais, c'est une hypothèse un peu plus intéressante. Je pense qu'il faut être au 5 millième milieu. Je ne pense pas qu'on ratera des grandes avancées scientifiques en rendant plus stringent. Mais ça peut se discuter. Je sors un petit peu de mon domaine de compétences. Mais enfin, il faut quand même voir. Je parle pour mon métier. Vous avez des foultitudes d'études qui sortent à 0,47, puis une autre étude qui sort à je ne sais pas combien. On ne sait pas très bien quoi en faire. Alors effectivement, la première étude qui sort même avec 0,52, qui monte sur 4 malades, qu'en leur faisant une injection, leur virémie Ebola ou VIH disparaît,
il ne faut pas faire une étude, là, il faut traiter les malades, quoi. Et si on faisait l'étude, ils auraient des 10 millièmes, quoi. Donc, je ne pense pas qu'on va rater des résultats très importants si on rend un peu plus stringent. Mais on va attaquer, effectivement, un système qui, je vous vois faire comme ça, donc vous pourrez dire, je serais très intéressé, mais j'espère avec autant d'argumentaires, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Je me pose des questions. Dans mon métier, en tout cas, je peux vous dire que tout ce que je vous ai montré, c'était des résultats qui étaient marginaux à chaque fois et qui ont été démentis par la suite. Et c'est ce que dit John Ioannidis, qui lui est un vrai épidémiologiste, méthodologiste, statisticien. Voilà. Et donc, je m'étais permis ce hashtag qui n'a pas eu autant de succès que j'aurais espéré. Je vous remercie.